Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine qui sera consacré à cette réforme du courtage qui prendra, et qui a déjà pris effet d'ailleurs pour un certain nombre d'acteurs de conseil en investissement financier, mais qui prendra effet pour tout le monde début 2023. Cette réforme a connu des hauts et des bas, si on peut dire. Cela s'est fini devant le Conseil constitutionnel. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Julien Serraki, président de la CNCGP. Bonjour Julien Serraki. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Alors je ne vais pas revenir sur toutes les étapes effectivement de cette réforme du courtage. On a beaucoup commenté sur le plateau de Smart Patrimoine, mais le Conseil constitutionnel a validé cette réforme dans sa forme actuelle et notamment le rôle des associations dans la mise en application quelque part de cette réforme du courtage. Comment se passe finalement cette adhésion des conseils en investissement financier ou des CGP aux 7 associations agréées, alors qu'on est sur une durée un peu plus courte que ce qui était prévu initialement? Alors en fait, oui, le Conseil constitutionnel a validé cette réforme dans son intégralité, il faut le dire. Il n'y a absolument rien qui n'a été censuré. Cette réforme, elle était déjà entrée en vigueur depuis le 1er avril. Ceux qui créent un cabinet de courtage en assurance ou en IOB, ils doivent déjà faire partie d'une des 7 associations qui ont été agréées par l'ACPR. Bien sûr. Donc là, en fait, ce qui entre en considération, eh bien, c'est la date du 1er janvier, c'est-à-dire pour tous ceux qui étaient déjà installés. Et bien, au moment où ils vont renouveler leur adhésion à l'ORIAS, vous savez, on fait ça tous les ans en tant que professionnel, eh bien, l'ORIAS va leur dire, est-ce que vous faites partie d'une des 7 associations agréées? Donc avant le 31 décembre, il faut adhérer à l'une des 7 assos agréées par la CPR. Alors, il y a on a pris un peu de retard forcément parce qu'il y a eu ce moment où il y avait le Conseil constitutionnel qui devait se prononcer. Et donc, ce moment de questionnement, on peut dire, effectivement, il y a eu des réponses. Questionnement. Voilà. Alors, vous savez, questionnement, ça a duré le mois d'août et le mois de septembre, donc c'est pas non plus extrêmement problématique. Et puis là, donc depuis quelques semaines maintenant, on peut reprendre les adhésions comme on l'avait fait déjà depuis le 1er avril. Donc c'est en train de monter en puissance. De toute façon, on savait bien que c'est un peu au dernier moment, comme toujours, où les courtiers vont s'inscrire. Je rappelle qu'il y a quand même 50 000 personnes morales qui doivent s'inscrire dans l'une des 7 associations, plus l'ensemble de leurs personnes physiques, c'est-à-dire l'ensemble de leurs adhérents, de leurs salariés. Pardon. D'accord. Tous les salariés doivent être adhérents de l'association également? Tous les salariés doivent être associés. À partir du moment où on fait du conseil financier ou même au-delà du fait qu'on fasse du conseil financier? Les CIF, eux, ils obéissent à une autre réglementation, celle du Conseil d'investissement Bien sûr, financier, qui existe déjà pour le coup. Qui existe déjà depuis 20 ans, Bien la sûr, tutelle et l'autorité des marchés financiers. Cette réforme, en fait, elle a voulu dupliquer l'organisation des CIF qui fonctionne très bien sur les courtiers en assurance et les courtiers en IOB avec une autre tutelle. C'est la tutelle dont c'était bien sûr, la CPR, bien sûr. Voilà. Et alors du coup, donc vous disiez effectivement que vous attendiez que ça arrive un peu au dernier moment. Pour autant, du fait du retard qui a pu être pris, est-ce que ça rend les choses un peu plus compliquées au niveau des associations ou au niveau justement des courtiers qui voudraient adhérer à une association? Alors pour l'association que je représente, non. La Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine, nous, on veut rester une population très homogène parce que vous savez que la population des courtiers, elle est très hétérogène. Il y a des courtiers en assurance voiture, des courtiers habitation, des courtiers en assurance vie, des courtiers en garantie. Bien sûr, oui, complètement. Il y a un nombre de courtiers absolument phénoménal. Et évidemment, nous, on veut rester des professionnels de l'épargne et du patrimoine. Donc, on va prendre que des courtiers qui font ou qui souhaitent développer de l'assurance vie ou de la prévoyance, c'est-à-dire ce qu'on fait déjà, nous, en tant que courtier. Je rappelle qu'il y a un conseil en gestion de patrimoine, c'est un conseil d'investissement financier, mais c'est aussi un courtier. Bien sûr, oui, complètement. Oui. Donc pas de blocage, si je comprends bien actuellement. Il n'y a pas de délai qui a été proposé. Non, c'est ça, ça reste le 1er janvier. Pour vous dire, nous, on est très sélectifs, donc on n'est pas embêté par les problèmes de taille. Je vais vous donner 2 chiffres, vous allez très vite comprendre. On a accepté à peu près 400 courtiers aujourd'hui. On en a refusé 6000. D'accord. Ouais. Mais ils vont où alors s'ils sont obligés d'adhérer? Notre association, on les a refusés non pas parce qu'on considérait qu'ils étaient pas assez bien pour nous, pas du tout. C'est juste que c'était des gens qui avaient une activité complètement différente de la nôtre, voilà, qui fait de l'assurance dommage, de l'assurance voiture. Nous, les conseillers en gestion de patrimoine, c'est pas ce qu'on fait. On n'aurait pas su les défendre, on n'aurait pas su leur fournir les services nécessaires. Et donc, on a préféré leur dire allez vers d'autres associations. Nous, on va rester une population homogène. Et alors, justement, ça pose une vraie question quand on est courtier ou en tout cas ou conseiller en gestion de patrimoine et qu'on a des activités de courtage. C'est qu'est-ce que ça implique pour moi qui commence à travailler sur mon adhésion en novembre pour obtenir mon adhésion au sein d'une association, que ce soit la CNCGP ou une autre? Est-ce qu'il y a beaucoup d'administratifs? Est-ce qu'il y a beaucoup de changements à opérer avant d'adhérer à une association? Non, ça va très vite.
C'est notre cas, mais je crois que c'est le cas de beaucoup d'associations. Tout se fait de manière numérique aujourd'hui. Donc, vous allez sur le site de la CNCGP, évidemment, je prends cet exemple-là. Et puis, vous remplissez le formulaire et vous joignez quelques documents, votre cabis, les cartes d'identité des dirigeants et puis des salariés, et puis ce que vous faites comme activité, évidemment. Et ensuite, ça passe devant une commission d'admission qui valide votre dossier. Donc, ça va très, très vite. Hein. En fait, c'est pas une difficulté énorme. Et puis, même, parfois, j'entends des courtiers qui se font une montagne de cette réforme du courtage. Il ne faut pas du tout s'en faire une montagne. Hein. Il y a le côté administratif qui fait peur. Ça rajoute de l'administratif. Une fois que vous avez adhéré, déjà, vous adhérez qu'une seule fois. Après, vous n'avez pas adhéré tous les ans, vous adhérez une seule fois à une association. Et puis, ensuite, l'association, qu'est-ce qu'elle va vérifier? Que vous faites bien et que vos salariés font bien leurs 15 heures de formation annuelle et que vous pratiquez le métier dans les règles de l'art. C'est pas extrêmement compliqué, on ne va pas aller venir mettre le nez dans vos dossiers pour voir comment vous conseillez vos clients. Ça, c'est votre métier, c'est pas à nous de contrôler ça, c'est la tutelle, c'est la CPR. C'est d'ailleurs la différence avec les CIF. Les CIF, on va voir ce qui se passe. Donc, il ne faut pas s'en faire une montagne. C'est une adhésion administrative, mais aussi qui sert à quelque chose, parce que ça va nous permettre d'encadrer le métier, pas de le contrôler. Je le répète, on va pas voir les dossiers des clients. Hein. Oui, ça c'est la CPR, et ça a d'ailleurs été redit par le Conseil constitutionnel. Exactement. Pour le coup. Oui. Donc on encadre le métier, on vérifie que chacun peut bien exercer, et puis que chacun fait ses formations. Deux questions qui sont généralement des craintes un petit peu des CGP sur le sujet. Est-ce que je peux me faire refuser des 7 associations, par exemple, ou est-ce que j'ai l'assurance quand même de pouvoir adhérer à une association? Le cas s'est pas posé pour l'instant. Mais pour vos dossiers soient refusés par les 7 associations, peut-être vous poser d'autres questions, c'est ça? Questions sur votre métier, la question de savoir comment vous l'exercez pour que les 7 vous refusent. La plupart des associations choisissent des modèles universels, je répète, nous c'est pas notre cas, où ils prennent tout le monde. D'accord. Donc il n'y a pas de raison, si vous êtes un bon professionnel, que vous avez les diplômes et l'expérience nécessaires pour exercer, que vous soyez refusé de cette association. Ça, j'y crois pas. Et alors, dans la lignée de cette question, autre sujet de crainte, est-ce qu'on peut du coup perdre la possibilité d'exercer du courtage si jamais on est radié d'une association? Alors effectivement, on imagine qu'il faut des raisons pour ça, mais à partir du moment où on serait radié d'une association, ça voudrait dire qu'automatiquement on perdrait le droit d'exercer l'activité de courtage? Nicolas, je suis encore sidéré quand je vais à des salons, à des événements sur les courtiers, le nombre de courtiers qui ne sont pas au courant de cette réforme du courtage. Moi, ça me sidère parce qu'au 1er janvier, quand ils vont se réinscrire à l'ORIAS, s'ils ne font pas partie d'une des 7 associations, ils n'ont plus de commission. Terminé. De toute façon, ils ne pourront plus exercer. Ils ne pourront plus exercer, donc les compagnies d'assurance ne leur verseront plus de commission, donc ils n'auront plus de chiffre d'affaires. Donc ça, je trouve ça insensé qu'il y ait encore une grande partie des courtiers qui ne soient pas au courant, qui doivent s'inscrire. Au 1er janvier, votre chiffre d'affaires, c'est 0 si vous n'êtes pas dans une association. Il faut vraiment avoir ça en tête. Donc je le répète encore et encore et encore, le message est en train de passer, mais je suis certain malheureusement qu'il y a des courtiers qui vont se retrouver au moment de l'inscription à l'ORIAS, avec l'ORIAS qui va leur dire dans quelle association vous êtes, ils vont dire de quoi vous me parlez. Mais il faut un peu vous renseigner sur l'actualité de votre métier, les enfants. Et du coup, sur le fait de se faire potentiellement radier d'une association, du coup, il reviendrait à zéro le courtier, il ne pourrait plus exercer son métier? On le voit chez les CIF, il y a des CIF qui passent d'une association à une autre. D'accord. Ça existe depuis 20 ans. Donc dans ce cas-là, il n'y a pas de problème, vous pouvez continuer à exercer. Vous avez parfaitement le droit de changer d'association. Ça, c'est pas une difficulté. Bon, donc ça, c'est 1er janvier 2023. En janvier 2023, il y a également une autre évolution, cette fois-ci pour les conseillers en investissement financier et donc les CGP, même si CGP n'est pas une appellation comme conseiller en investissement financier, qui va obliger, selon la directive MiFID 2, les conseillers en investissement financier à recueillir les préférences en matière d'ESG des épargnants qu'ils accompagnent. Ça, c'est la théorie. La pratique, c'est quelles questions on pose, c'est comment est-ce qu'ensuite on met ça en application dans des investissements. On a le sentiment qu'on est début novembre et que tout n'est pas encore clair, tout n'est pas encore compris, tout n'est même pas encore forcément su, comme vous le disiez sur la réforme du courtage, par les conseillers en investissement financier eux-mêmes. Il y a encore beaucoup de travail pour se mettre à jour à ce niveau avant le 1er janvier 2023 ? Effectivement, il y a eu beaucoup d'actualités dans tout le courant 2022. Il y a différents règlements européens, différentes directives européennes qui sont arrivées et qui vont entrer en vigueur grosso modo entre le 1er août, donc il y en a qui sont déjà entrés en vigueur, et puis le 1er janvier. Alors, pour les conseillers d'investissement financier, c'est le 1er janvier. Par exemple, quand on ouvre un contrat d'assurance vie, c'est depuis le 1er août. Oui. Et en fait, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous dit, il va falloir que vous alliez auprès de votre client et que vous lui demandiez s'il est sensible aux questions de développement durable.
Donc, il faut faire un questionnaire. Pour faire un questionnaire, il faut quand même savoir exactement ce que nous demande la réglementation. Bien sûr, ouais. Et il y a encore des choses qui sont un peu floues. Donc, de plus en plus, les tutelles européennes nous abreuvent de commentaires pour qu'on comprenne comment mettre ça en place. Et donc, on est en train de travailler dessus. Enfin, quand je dis on, c'est tout l'écosystème. C'est la profession, pas que oui, chambre, c'est ça. parce que tout le monde travaille dessus d'arrache-pied. Les sociétés de gestion aussi, les compagnies d'assurance aussi, tout le monde travaille dessus. Donc, savoir comment est-ce qu'on doit prendre en compte ces questionnaires. Mais donc, à partir du 1er janvier, il y aura vraiment cette obligation là qui sera de dire, eh bien, vous voulez ouvrir un compte titre, un PEA, est-ce que vous êtes sensible ou pas à ces questions de durabilité? Alors vous direz, oui, alors, j'y suis sensible. Alors, et souvent la réponse des clients, c'est j'y suis sensible, mais il ne faut pas que ça me coûte en matière de performance. Donc, oui, c'est une réponse un peu particulière. Oui, bien sûr. Mais parce que là, vous avez posé la question d'une certaine manière. Justement, on ne sait pas aujourd'hui comment sera posée la question. Alors, on est en train de travailler dessus. On sait, on commence à savoir. D'accord. On ne sait pas parce qu'il y a quand même des textes qui sont sortis. Ils sont en train d'être analysés en fait par les équipes juridiques de la Chambre et d'autres sociétés de gestion. On est en train de préparer aussi un ensemble de vidéos de formation pour nos adhérents qui va être faite en janvier parce que c'est pas que savoir remplir un questionnaire, bien entendu. C'est savoir aussi ce que ça implique derrière. En termes de gestion, complètement. Oui, bien sûr. Votre client vous dit je suis très sensible. Ah, ok, qu'est-ce que je fais de cette information? Les labels. Comment est-ce que je les analyse? Qu'est-ce que la réglementation me demande? Qu'est-ce que c'est la taxonomie? Qu'est-ce que c'est que ces nouveaux termes, classe 8, classe 9? On ne peut pas en parler ici, ça serait trop long, mais il y a plein de nouveaux termes dont les professionnels vont devoir s'emparer. Et puis les professionnels, ce sont des pédagogues auprès de leurs clients et ils vont devoir expliquer à leurs clients ce que c'est parce que les clients aussi ne se rendent pas toujours compte de ce qu'implique leur réponse. Si par exemple on vous dit voilà, vous avez un contrat d'assurance vie, il y a 1000 choix d'unités de compte dedans. Mais si vous dites que vous cochez toutes les cases sur la durabilité, il ne reste plus que 50 unités de compte. Est-ce que c'est ça ce que vous voulez? Ah non, 50 unités de compte, ça va faire un univers d'investissement un peu trop limité. Donc finalement, ça ne m'intéresse plus. C'est ça le risque qu'il y a d'avoir cette discussion de cette manière-là? Alors, de toute façon, le temps joue très en faveur, évidemment, de cette thématique ESG. La plupart des fonds vont aller s'emparer de cette thématique. Donc, l'exemple que j'ai donné, il est peut-être d'actualité aujourd'hui, même si j'ai un peu exagéré sur les chiffres quand même. Il y a plus que bien sûr, bien sûr, mais c'est pour qu'on comprenne effectivement la démarche. Peu à peu, tous les fonds en fait vont passer sur ces critères-là. La directive, elle est faite dans ce sens-là, pour obliger, en fait, sans le dire, tous les fonds à adopter ces critères ESG. Mais ça veut dire quand même que ça va pousser le CGP à avoir une discussion sur les valeurs, parce qu'on imagine bien que cette question posée, elle ne va pas s'arrêter là. Après, il va falloir creuser, il va falloir comprendre si on est plutôt sensible à des enjeux environnementaux, à des enjeux sociaux ou à des enjeux de gouvernance. Et donc derrière, ça va nécessiter une formation supplémentaire peut-être pour les CGP à ce niveau-là également. C'est pour ça, je vous dis, en janvier, on va faire un ensemble de formations sur ces sujets-là, parce que c'est très important, et vous avez parfaitement révélé le problème, c'est qu'on est sensible à quoi? Et on est sensible dans quelle proportion? Et c'est ça qui est difficile, parce que ce sont des sujets qui sont assez subjectifs pour un client de répondre à ces questions-là. Tout le monde veut sauver la planète, c'est évident, mais dans quelle proportion? Est-ce que je ne veux pas du tout de pétrole? Est-ce que je veux pas du tout de nucléaire? Le nucléaire, il y en a certains qui disent c'est bien pour l'environnement, d'autres qui disent oui, bien sûr. Au niveau des États, on voit ce genre de discussion, donc on imagine qu'au niveau des épargnants, il y a ce genre de questionnement également. Oui. Exactement. Donc il va falloir pousser la pédagogie, pousser la formation là-dedans, pour qu'on devienne aussi des professionnels de ces critères ESG. 1er janvier 2023, le fait que tout le monde soit en capacité de récupérer ses préférences ESG, ça vous semble plausible? Oui, ça semble plausible. Je vous dis, pas le 1er janvier, déjà on ne travaille pas le 1er janvier. Bien sûr, mais je vous dis, nous, tout début janvier, on commence les formations parce qu'on a conscience qu'il y a cette obligation qui est là, il faut former les esprits. Merci beaucoup, Julien Serraki, d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes le président de la CNCGP. Merci beaucoup. Merci, Nicolas. Merci à vous de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous demain sur Bismart pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.